Bonjour et bienvenue dans cette troisième leçon d'électrotechnique 1 dédiée aux lois fondamentales de l'électricité. Après une introduction, nous verrons ce que sont les charges et le potentiel électrique, puis le condensateur, le courant électrique, les pertes joules associées. Nous allons découvrir la loi d'Ohm, les lois de Kirchhoff et enfin l'inductance qui conclura ce chapitre sur les lois fondamentales et également une petite conclusion. La charge électrostatique est une quantité d'électricité statique. Le symbole représentatif, c'est la lettre Q. L'unité de mesure est le coulomb dont le symbole est C. On a donc que 1 coulomb est égal à 1 ampère seconde. Et ceci, la lettre Q, est donc la charge électrostatique. On peut également définir une grandeur très importante dans les lois de l'électricité, c'est la différence d'un potentiel électrique. On va donc écrire ici la différence de potentiel entre deux points VA et VB qu'on imagine d'un système comme ceci, baigné dans un champ électrique uniforme. Que l'on note comme ceci, et donc on a notre champ électrique ici, et notre conducteur A et B baignés dans ce champ électrique uniforme. On définit également un vecteur de distance ds, ici sur ce conducteur entre A et B. On peut donc écrire, où je reprends ici, la différence de potentiel VA moins VB comme étant la circulation du champ électrique le long du contour reliant A à B, qui devient l'intégrale de B à A de ce champ électrique par cet élément de distance ds, ou encore en inversant de A à B, le signe moins disparaît, et par définition, ceci est la différence de potentiel entre A et B, qu'on appelle aussi tension électrique. C'est cette tension électrique qui va nous occuper tout au long de ces MOOC électrotechniques 1 et 2, et nous allons progressivement parler uniquement de tension électrique et non plus de différence de potentiel par extension. Le condensateur électrique est un élément très important en électrotechnique, un des 3 éléments passifs que nous allons étudier tout au long de ce MOOC. Son symbole est caractérisé par 2 plaques verticales sur lesquelles vont en fait s'amasser des charges électriques qui caractérisent la propriété du condensateur. On peut dire que cette propriété du condensateur, qu'on appelle la capacité, cette capacité C est définie comme étant le nombre de charges accumulées entre les plaques du condensateur, ces fameux plus et moins qui sont l'un en face de l'autre, divisé par la tension entre A et B. On va donc ici définir un potentiel A et B également. Le symbole, l'unité de la capacité, est le farad. Notez F, et 1 farad vaut 1 ampère seconde par volt dans les unités du système international MKSA. On peut encore maintenant aller plus loin et définir la relation pour cette capacité entre tension et courant qui va nous être fort utile pour la suite. On l'a vu avec la loi d'Ohm, on le verra pour l'inductance. Nous avons besoin de cette relation entre tension et courant pour pouvoir résoudre les circuits électriques par la suite. Nous avons déjà vu la charge électrique. Cette charge électrique, nous savons que c'est une accumulation de charges. Autrement dit, c'est l'intégrale du courant par rapport au temps, puisque le courant est justement cette progression de charge dans un circuit. On peut définir ici, par substitution, la tension
qui est égal à 1 sur la capacité intégrale de I dt en remplaçant par l'équation que nous avons vue ici. Ou alors, écrire également que le courant, c'est la capacité fois la variation de la tension, l'une ou l'autre. Comme on le voit ici, la relation est non linéaire et la tension dans un condensateur est proportionnelle à l'intégrale du courant par rapport au temps. Voyons maintenant le courant électrique et les pertes joules associées. Le courant électrique, comme on l'a déjà un peu évoqué précédemment, est un élément qui permet de quantifier le nombre d'électrons ou de charges qui se déplacent ou qui s'écoulent dans un conducteur, qu'on notera par la lettre I. Ici, un I que je note volontairement majuscule, dQ sur dt. En somme, c'est la variation de charge par unité de temps qui définit le courant électrique. On peut également, peut-être encore une chose à dire très importante, ce courant électrique va être noté où le symbole du courant, c'est l'unité du courant, pardon, c'est l'ampère, qui se note A majuscule. On peut également définir par la lettre J la densité de courant comme étant ce courant électrique rapporté à une surface. Donc, on a ici la surface du conducteur dans lequel passe ce courant. Ici, on a le courant que l'on vient de définir. Et donc, ceci, par définition, est la densité de courant, dont l'unité est alors ici ampère par mètre carré. Cette notion de densité de courant va nous être fort utile par la suite pour définir également du point de vue puissance ce qu'on a droit ou pas droit dans un système défini par la section du conducteur. On peut enfin définir les pertes joules associées à un courant qui traverse une résistance et qui va transformer cette énergie électrique en énergie thermique. Il se produit un phénomène analogue à un frottement qui provoque un échauffement. Ces pertes qui en résultent sont appelées pertes joules. Et ces pertes joules, notées P, sont égales à la résistance qui multiplie le courant qui la traverse au carré. L'énergie thermique qui est dégagée par cette puissance peut être caractérisée de cette manière. On a l'énergie thermique qui est l'intégrale sur le temps de cette puissance RI carré dt. Voici maintenant la définition de la loi d'Ohm, normalement bien connue certainement de la plupart d'entre vous, mais qu'il est bon de rappeler dans sa base de cette loi et par la suite également dans les lois de Kirchhoff qui vont suivre et qui nous permettent d'appliquer les conventions que nous avons vues lors de la deuxième leçon. Par définition, la loi d'Ohm est ainsi, donc on a une tension électrique entre deux bornes A et B qui est égale à cette résistance entre la borne A et B et le courant qui la traverse. Autrement dit, la résistance RAB, c'est le rapport entre la tension et le courant. On a donc une relation linéaire pour la résistance, ce qui va être extrêmement agréable pour toute la suite de la théorie en électrotechnique, cette résistance, ou plutôt tout ce qui traverse une résistance ressort comme étant la même image. Autrement dit, quelle que soit l'image de la tension à l'entrée, on aura cette même, entre guillemets, image sur le courant qui traverse cette même résistance. J'en viens maintenant à la définition des mailles et des nœuds de manière générale pour pouvoir plus tard appliquer les lois de Kirchhoff. On va donc ici définir ce que sont mailles et nœuds et pour ce faire, nous allons prendre un exemple
nous permettant de bien comprendre ce qu'est un nœud, une maille et également une branche. Alors prenons un exemple dans lequel nous avons différents éléments que nous n'avons pas forcément encore entièrement vus, mais qui nous permettent surtout ici de définir ces problématiques de mailles et de nœuds. Alors voilà un premier élément. Je mets plein d'éléments quelconques pour définir ici un circuit. Alors, nous avons ici un circuit quelconque. Nous allons essayer de définir ce que sont tout d'abord les nœuds. Eh bien, les nœuds, qu'on va noter N, si vous le voulez bien. Un nœud, c'est le point de convergence de 3 conducteurs ou plus. Alors, où sont les nœuds dans mon circuit? On a dit 3 conducteurs ou plus. On a donc ici un premier nœud, on a ici un deuxième nœud, et on a ici un troisième nœud. Ceci n'est pas un nœud, ceci ici n'est pas un nœud, il n'y a pas d'autres nœuds dans ce circuit. Deuxième définition, une branche, qu'on va noter B. Une branche regroupe les éléments situés entre deux nœuds et traversés par le même courant. Donc, ce sont les éléments situés entre deux nœuds parcourus par le même courant. Alors, essayons là aussi de noter où sont nos branches. Alors, entre deux nœuds, on a ici une branche, on a ici une branche, ici une branche, encore ici, et enfin ici. Dernier élément, la maille, qu'on va noter M. Elle est formée d'un ensemble de branches parcourues en partant d'un nœud pour y revenir. En partant d'un nœud pour y revenir. Évidemment, sans passer 2 fois par la même branche. Alors, on peut ici définir un premier ou une première maille, M. On définit ici une seconde maille, M. Une troisième maille, M. Et éventuellement, on peut partir de ceci, revenir là et faire la boucle entière. Donc, on aurait encore une grande maille, M, que je note ici. Voilà par définition le nœud, la branche et les mailles qui nous permettent maintenant d'attaquer, comme on dit, les lois de Kirchhoff. Alors, loi de Kirchhoff, tout d'abord, pour les nœuds. L'expression de cette loi est assez simple, universelle et absolument géniale. Elle dit que la somme des courants sur chaque nœud est égale à 0. Alors, un exemple, on prend ici des courants divers qui atterrissent tous sur un nœud. Alors, on va noter ici I1, on va noter I2, I3, I4 et enfin I5. Ce que nous dit Kirchhoff, c'est que si on fait la somme en ce point-là de tous ces courants, ça doit être égal à 0. Alors on note, on a tout d'abord I1 plus I2 moins I3 qui sort du nœud, plus I4 et moins I5 est égal à 0. Absolument génial et qui nous permet de savoir systématiquement dans tous les nœuds que là, tout ce qui rentre est égal à tout ce qui va sortir. Donc, nous permet d'écrire ce genre de relation. On peut, de manière un peu plus générale, je vous dessine un autre schéma. Imaginons un schéma dans lequel vous avez ce genre de circuit
avec un I1 ici, un I2 ici et un I3 là, avec pourtant un I5, I6 et ici I4, bien sûr, on a un premier nœud, un deuxième nœud, un troisième nœud sur lequel on peut écrire plein de relations telles que je les ai écrites avant. Mais ce que l'on peut constater, c'est que on imagine ici ça comme un nœud généralisé. Et on va pouvoir écrire dans cette relation que I1 moins I2 moins I3 est égal à 0 sans se préoccuper de ce qu'il y a à l'intérieur de ce cercle vert. On appelle ça un nœud généralisé. On va voir maintenant la deuxième loi de Kirchhoff, qui est la loi de Kirchhoff sur les mailles. Que nous dit cette loi de Kirchhoff? Elle nous dit là aussi que la somme des tensions sur une maille est toujours égale à 0. Autrement dit, une somme des tensions sur la maille est toujours égale à 0. Alors on peut là aussi faire un exemple en prenant ici une tension U5, une tension U1 aux bornes de la résistance ici, puis une tension U2 aux bornes d'une capacité. Donc j'imagine ici un circuit quelconque, une tension U3 sur une source, puis encore ici un élément d'une tension U4 finalement sur cette inductance. Eh bien, par Kirchhoff, puisqu'ici j'ai bien une maille en partant d'un point et en revenant à cet autre point, je choisis systématiquement pour ma part le sens horaire pour faire le calcul des mailles toujours dans le même sens. Il suffit de définir une fois pour toutes un sens pour chacun d'entre nous. On arrive alors à l'équation suivante, c'est que U1 plus U2 moins U3 moins U4 et plus U5 est égal à 0. Et vous voyez que de manière extrêmement simple, on peut poser des équations soit sur les nœuds, soit sur les mailles, qui permettent de résoudre un certain nombre de choses dans un circuit électrique de manière déjà très simpliste et très évidente. Pour terminer cette leçon, nous allons aborder l'inductance, ou la manière dont on écrit et modélise l'inductance et sa relation physique. L'inductance a comme symbole en électrotechnique un carré plein, parfois également noté comme une sorte de ressort comme ceci, puisque dans la réalité, une inductance est faite d'une bobine ou d'un ensemble de spires de fils de cuivre dans laquelle va se passer un certain nombre de phénomènes magnétiques dans lesquels nous n'entrerons pas maintenant, mais qui lient très clairement la relation ou le monde électrique avec le monde magnétique. Nous pouvons, par définition, dire que la tension aux bornes d'une inductance UL, c'est cette définition de l'inductance L fois la dérivée ou la variation du courant par rapport au temps qui circule dans cette inductance. En somme, l'inductance réagit comme un frein au courant ou à toute variation de courant. Elle va donc créer une différence de potentiel à ces bornes, plus la variation de courant sera importante. L'inductance se note, ou l'unité de l'inductance, en Henry, symbolisé par la lettre H. Ceci termine notre leçon. Nous avons donc vu les différents éléments de base qui constituent finalement nos différents éléments dans l'étude de l'électrotechnique, c'est-à-dire la résistance, la capacité, l'inductance et les sources et la manière dont elles vont interagir entre elles, la physique de chaque élément, la règle des nœuds et des mailles dans les lois de Kirchhoff qui vont nous permettre de résoudre des circuits électriques et enfin une application des conventions déjà vues dans les leçons précédentes. Au revoir et à la prochaine leçon.